Pendant plus de 800 ans, Rome est restée debout. Inébranlable, majestueuse, entourée de l'idée qu'aucun ennemi n'oserait toucher son cœur. C'était la ville éternelle, le symbole du pouvoir absolu, le centre du monde connu. Mais tout cela a changé un matin d'août de l'an 410, lorsque ces murs, autrefois sacrés, furent franchis non pas par trahison, ni par l'art de la guerre, mais par désespoir. Alaric, chef des Visigoths, n'est pas arrivé à Rome comme n'importe quel envahisseur. Ce n'était ni un barbare assoiffé de sang, ni un sauvage en quête de gloire. C'était un homme façonné par l'Empire lui-même, un commandant qui avait grandi en parlant latin, servant dans les légions romaines, apprenant leurs coutumes et embrassant leur foi. Tout ce qu'il demandait, c'était une place pour son peuple, une reconnaissance qui ferait de lui une partie de ce qu'il admirait tant. Mais Rome ne savait pas écouter. Fière, arrogante, aveugle à son propre passé, elle répondit au sacrifice par du mépris, et au dialogue par du silence. Et quand le silence devint insupportable, Alaric choisit de parler dans la seule langue que Rome comprenait, celle de la force. Cette nuit-là, le rugissement des Visigoths traversa les rues pavées de la capitale, non pas comme un acte de vengeance, mais comme la lamentation d'un rêve brisé. Car le véritable pillage de Rome ne fut pas pour l'or ni pour le pouvoir, c'était le prix d'avoir nié l'humanité à ceux qui ne demandaient qu'à appartenir. Enfance et formation, la germination d'un leader. Alaric ne naquit pas sur un trône ni sous la bannière d'une grande ville. Il naquit dans les marges, dans un monde à la frontière de la barbarie et de la civilisation, entre la glace du Danube et la promesse dorée de Rome. Sa terre natale, Peuce, une île oubliée au nord du grand fleuve, était loin d'être un centre de pouvoir, mais dans ses rivières et ses forêts poussait quelque chose que Rome n'a jamais complètement compris, la fierté tribale, la mémoire ancestrale, et la soif de respect. Il faisait partie des Tervinges, une branche fière et ancienne des Visigoths, qui survivait entre guerre et déplacement. Son peuple ne cherchait pas à détruire les empires, mais à vivre avec dignité à l'intérieur d'eux. Et dès son jeune âge, Alaric a vu Rome comme plus qu'une menace, il la voyait comme une aspiration. Beaucoup de Goths haïssaient l'Empire à cause de ses trahisons passées, mais pas lui. Il l'admirait. Lorsqu'il était encore enfant, sa tribu conclut un accord avec l'empereur Théodose, Rome accepterait les Goths à l'intérieur de ses frontières en échange de services militaires et de loyauté. Ce fut alors qu'Alaric vit pour la première fois l'intérieur du monstre, et il en fut fasciné par son ordre, son architecture, sa langue, ses armées. Il reçut une instruction romaine, apprit le latin, fut baptisé chrétien, bien que de doctrine hérétique aux yeux de l'Église officielle, et marcha en tête sous des bannières qui n'étaient pas les siennes. Il combattit pour l'Empire. Des frères moururent à ses côtés. Il servit avec honneur. Mais chaque victoire ne rapprochait pas plus les Goths du rêve d'égalité. Rome les utilisait. Elle les applaudissait en bataille, mais les méprisait à la table des négociations. Ainsi, tandis qu'Alaric se formait comme soldat, il se réveillait également comme leader. Il n'était pas seulement fort. Il était intelligent. Observateur. Il comprenait les fissures du système romain. Il savait que la division de l'Empire entre l'Est et l'Ouest n'était pas seulement une stratégie politique, mais une fracture réelle. Il voyait des empereurs enfants et des bureaucrates corrompus accrochés au pouvoir, sans vision ni honneur. Il comprit que Rome n'était plus une forteresse imprenable, mais une coquille vide soutenue par l'arrogance. Et dans ce contexte, le jeune Visigoth commença à imaginer un avenir différent. Un où son peuple ne mendirait pas la reconnaissance. Un où il n'aurait pas à se prosterner devant ceux qui avaient plus besoin d'eux qu'il ne l'admettaient. Un où, si Rome ne leur offrait pas une place, il la prendrait. Ascension et désillusion, le guerrier que Rome n'a jamais voulu reconnaître. Lorsqu'Alaric atteignit l'âge adulte, il n'était plus seulement un jeune Goth éduqué dans l'ombre de Rome. Il était un commandant, un leader né, respecté tant par ses hommes que par les officiers romains. Sa langue était le latin, son armure était romaine, et son épée avait prouvé sa loyauté dans plus d'une bataille. Mais peu importe combien il s'efforçait de sembler romain, il ne le serait jamais aux yeux de l'Empire. Son premier grand acte en tant que figure militaire se produisit lors de la bataille de la rivière Frigidus, en 394. L'empereur Théodose, gouverneur de l'Est, faisait face à une rébellion dans l'Ouest dirigée par Eugène, un usurpateur qui avait gagné le soutien des païens en restaurant d'anciens temples et symboles oubliés. Pour écraser la rébellion, Théodose marcha avec une armée renforcée de plus de 20 000 Goths sous le commandement d'Alaric. Ce fut un massacre. Théodose n'hésita pas à envoyer les Visigoths comme chair à canon, les envoyant en première ligne dans une charge suicidaire qui ouvrirait la voie à ses troupes principales. Des milliers moururent. Des hommes qui avaient fait confiance à Rome.
des guerriers qui pensaient combattre pour quelque chose de plus que de l'or. Et lorsque la bataille fut terminée, lorsque la fumée se dissipa et que la victoire fut chantée à Constantinople, les Goths furent ignorés. Il n'y eut pas d'hommage, ni de terre, ni de noms inscrits sur des colonnes de marbre. Juste le silence. Pour Alaric, cela fut une profonde blessure. Pas seulement à cause de la perte de ses frères, mais à cause du mépris systématique dont son peuple faisait l'objet. Ils avaient prouvé leur valeur, leur discipline, leur dévouement, mais ils étaient toujours considérés comme des barbares utiles. Comme des chiens de guerre auxquels on jetait de la viande tant que la nécessité durait. Cette humiliation ne l'effacerait jamais. Et alors, quelque chose changea. Alaric cessa de rêver d'être accepté, et commença à l'exiger. Lorsque Théodose mourut en l'an 395, l'Empire fut divisé entre ses deux fils, Arcadius à l'est et Honorius à l'ouest. 2 enfants, 2 couronnes et un empire en ruine. Dans ce vide de pouvoir, Alaric fut choisi par son peuple non seulement comme commandant, mais comme roi. Le premier à porter ce titre parmi les Wisigoths. Il n'était plus un général au service de Rome. Il était un souverain. Et sa loyauté se brisa. Ce qui suivit n'était pas une révolte aveugle, ni une soif de destruction. C'était une stratégie. Une vision. Alaric connaissait les fissures de l'Empire et commença à appuyer avec intelligence. Il traversa les Balkans, pilla des villes stratégiques, évita les affrontements inutiles, négocia, et attendit. Il voulait un nouveau traité, un traité juste. Il voulait des terres, des provisions, la sécurité pour son peuple. Et surtout, il voulait du respect. Mais Rome, comme toujours, n'écouta pas. Elle envoya des menaces. Des promesses vides. Et lorsqu'on lui offrit enfin un titre militaire, il fut rapidement retiré. Pour Alaric, ce n'était plus une négociation. C'était un compte à régler. Stilicho, la trahison et la marche vers l'Italie. En l'an 402, Alaric franchit une ligne invisible. Ce n'était pas la première fois qu'une armée barbare posait le pied sur le sol italien, mais cette fois, le monde ressentit quelque chose de différent, une véritable menace. Il ne s'agissait plus de tribus isolées. C'était une armée disciplinée, dirigée par un leader doté d'intelligence tactique et d'objectifs politiques clairs. Et le pire pour Rome, c'était un leader qui connaissait l'intérieur du monstre mieux que quiconque. Son passage dans le nord de l'Italie ne fut pas une irruption sauvage, mais un mouvement chirurgical. Il coupa des routes, contrôla des passages, testa la capacité de réponse des légions, et rencontra peu de résistance. La ville éternelle trembla, non pas à cause des pillages qui n'étaient pas encore arrivés, mais à cause de l'incertitude, que voulait vraiment Alaric. Ce qu'il exigeait était clair, un endroit permanent pour son peuple au sein de l'Empire, une légitimité politique et un titre officiel de Magister Militum, le grade qui le mettrait au même niveau que les plus grands généraux romains. Il ne demandait pas plus que ce qu'il avait déjà prouvé mériter. Mais celui qui gouvernait alors à l'ouest était Stilicho, le général habile qui avait protégé la frontière pendant des années et qui comprenait mieux que quiconque à quel point il était dangereux de sous-estimer les Wisigoths. Stilicho, d'origine vandale, avait construit son pouvoir entre l'épée et la diplomatie. Il voyait en Alaric un adversaire gênant, mais aussi un outil politique potentiel. C'est pourquoi, au lieu de l'écraser, il lui offrit une trêve. Il le vainquit 2 fois, oui, mais ne le détruisit pas. Il lui permit de se retirer. Aux yeux de beaucoup, ce fut une erreur. Aux yeux de Stilicho, c'était un coup à long terme. Peut-être pensait-il utiliser Alaric contre ses rivaux à l'Est. Peut-être, même, partageait-il plus de visions qu'il ne l'admettait. Tous deux étaient des « étrangers » dans un empire qui ne faisait plus confiance à ses propres généraux. Mais le destin a son propre rythme. Les problèmes aux frontières se multiplièrent, les Vandales, les Suèves et les Alains traversèrent le Rhin, des rébellions éclatèrent en Bretagne et en Gaule, et le jeune empereur Honorius, réfugié à Ravenne, semblait plus spectateur que souverain. L'or devint rare. Les décisions urgentes furent remplacées par des intrigues. Stilicho tenta de négocier avec Alaric. Il lui promit même un futur accord pour attaquer ensemble l'Orient. Mais le Sénat romain, divisé entre la peur et l'orgueil, refusa catégoriquement de céder un pouce de plus aux Wisigoths. Il l'accusa de trahison. Il le qualifia de conspirateur. Et il l'exécuta. Avec sa mort, Rome perdit son dernier général capable. Et Alaric perdit la dernière occasion d'atteindre son objectif sans recourir à la force totale. Maintenant, il n'y avait plus d'excuses. Rome devrait écouter. Et si elle ne le faisait pas?
Il la ferait écouter. Rome, le jour où la ville éternelle tomba. L'air devint plus lourd à Rome lorsque l'on apprit qu'Alaric était revenu. Pas avec des ambassadeurs. Pas avec des offres. Avec une armée. Avec de la faim. Avec détermination. C'était l'année 408. L'empereur Honorius, caché à Ravenne, restait inconscient de la gravité de la situation. Mais dans les rues de la ville éternelle, les rumeurs étaient plus fortes que les cloches. On disait que les Visigoths étaient déjà proches, qu'ils approchaient comme une ombre silencieuse. Personne ne dormait paisiblement. Et puis arriva le siège. Alaric encercla complètement Rome. 13 portes fermées. Le fleuve Tibre bloqué. Les vivres s'épuisèrent jour après jour. Le blé, l'eau, le sel, commencèrent à valoir plus que l'or. La ville qui nourrissait autrefois tout l'Empire ne pouvait plus nourrir ses propres enfants. L'odeur de la mort envahit les rues. Les cadavres s'amoncelaient dans les places. La faim se transforma en fureur. Et la fureur, en désespoir. Alaric le savait. Il n'avait pas besoin d'épée. Sa meilleure arme était la patience. Finalement, lorsque Rome était à genoux, ses dirigeants supplièrent de négocier. Ils lui offrirent des tonnes d'or, d'argent, de soie, du poivre et des esclaves. Alaric accepta, mais pas par ambition. Il le fit parce qu'il voulait encore résoudre cela sans détruire la ville. Mais l'empereur Honorius, loin de là, refusa de remplir une partie du contrat, il ne nommerait pas Alaric commandant de ses armées. Ce fut le dernier affront. Et alors, l'impensable arriva. Le 24 août 410, quelqu'un, peut-être un sympathisant, peut-être un traître, ouvrit les portes salariennes de l'intérieur. Et pour la première fois en plus de 8 siècles, Rome fut envahie par des ennemis qui ne venaient pas pour prendre le pouvoir, mais pour se faire entendre. Le pillage dura 3 jours. Ce ne fut pas un bain de sang insensé. Ce ne fut pas un massacre barbare comme beaucoup l'avaient craint. C'était chirurgical, contrôlé, presque respectueux par rapport à ce que cela aurait pu être. Alaric ordonna de protéger les temples chrétiens. Il interdit les effusions de sang inutiles. Il permit aux civils de se réfugier dans les églises. Mais oui, il y eut du feu. Il y eut du pillage. Il y eut des cris. Les manoirs des nobles furent vidés. Les trésors cachés furent découverts. Les symboles du pouvoir éternel furent réduits en poussière. Et pourtant, l'âme de la ville ne mourut pas là, mais elle changea pour toujours. Rome n'était plus invincible. Rome n'était plus le centre du monde. Rome était tombée. Et Alaric, le Goth qui ne voulut être que romain, fut celui qui rendit cela possible. Le dernier voyage d'Alaric, mort, légende et héritage. Rome était tombée, mais l'histoire d'Alaric n'était pas terminée. Le sac ne fut pas une victoire. Ce fut un soupir résigné d'un homme qui n'avait plus de chemin à suivre. Après avoir abandonné la ville éternelle, Alaric se dirigea vers le sud de l'Italie. Son regard était tourné vers l'Afrique. Là, dans la province céréalière de l'Empire, il espérait trouver les ressources nécessaires pour nourrir son peuple et leur assurer un avenir. Mais la mer, tout comme Rome, lui tourna le dos. Une tempête détruisit sa flotte avant même qu'elle ne parte. Le plan s'effondra. Et tandis qu'il réorganisait son armée et cherchait une nouvelle route, la mort le surprit. Alaric tomba malade dans la ville de Cosenza. Il ne tomba pas sous une épée, ni au combat, mais seul, vaincu par une fièvre silencieuse. Ce fut la fin d'une vie qui avait défié les empires, qui avait ébranlé les fondations du monde, et qui, pourtant, n'avait toujours pas trouvé sa place dedans. Ses funérailles ne furent pas ordinaires. Selon la légende, ces hommes détournèrent le cours du fleuve Busanto pour enterrer leur chef sous les eaux. Avec lui, ils placèrent une partie du butin de Rome, et peut-être, son plus grand trésor, la loyauté de son peuple. Ensuite, les esclaves qui avaient construit la tombe furent tués, pour que le secret de son repos ne soit jamais révélé. Personne n'a trouvé cette tombe jusqu'à aujourd'hui. Après sa mort, la direction passa à son beau-frère, Ataulf, qui mènerait le peuple wisigoth vers un nouveau destin. Pas en Italie, ni en Afrique, mais en Gaule. Là, dans la province romaine de l'Aquitaine, ils fondèrent le premier royaume barbare au sein de l'Empire, un État autonome, dirigé par des rois gothiques sous le lignage des Balto, descendants d'Alaric. Ce fut le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne dépendait plus de l'autorisation de Rome. Le sac de 410 ne marqua pas seulement un tournant dans l'histoire de l'Empire. Il planta également une graine. Depuis lors,
tout ce qui était gothique, sombre, sauvage, commença à être redouté. L'architecture gothique. La littérature d'horreur médiévale. Même la sous-culture moderne qui porte son nom. Tout trouve ses racines dans ce moment. Dans cette marche. Dans cet homme. Alaric Ier, le barbare qui ne voulait pas être un ennemi. Le guerrier qui ne voulait que appartenir. Le chef gothique qui fut rejeté par Rome, et la fit s'agenouiller.